Bonjour à tous, bienvenue sur Synchronix Radio. Nous sommes le jeudi 27 avril 2017. Aujourd'hui, on est là pour une émission un peu spéciale car nous recevons le maire de la ville de Béziers, Monsieur Ménard. Bonjour à vous. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Et c'est normal. C'est une émission qu'on voulait faire depuis un moment. On l'avait prévu depuis qu'on a ouvert la radio, car vous êtes le maire de la ville, donc on s'est dit que ça serait une émission intéressante à faire. Donc, je vais vous interviewer pendant la demi-heure qui vient et je vais vous poser diverses questions. Donc, on va commencer tout de suite. Et on remerciera aujourd'hui Léo, Elsa et Cédric qui sont à la régie. Alors, premièrement, on va parler de la vie étudiante. Donc, c'est pas la première fois que vous venez à l'IUT, mais donc vous avez pu un peu voir ce que ça donnait. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pensez du rayonnement qu'il peut apporter à la ville? Écoutez, une ville sans étudiants, c'est une ville qui se meurt. Moi, je ne me plains pas des étudiants, je me plains de ne pas en avoir assez. C'est pas la même chose. Combien vous êtes ici? 500 peut-être autour de ça 600, je dirais. ou 600, voilà, Mhm. enfin bref. De l'autre côté, il y en a combien, je dirais, 800, 900, bref, ça doit faire à peu près 1500 étudiants dans la ville. Vous savez, qu'un maire comme moi, il aspire d'abord à avoir beaucoup d'étudiants. Je ne dis pas pour vous faire plaisir, parce que Non, ça fait vivre la ville, ça lui donne un autre visage, ça fait que le soir, il y a des gens qui vont dans un certain nombre d'endroits. Voilà, c'est essentiel. Alors moi, je viens ici de temps en temps, d'abord parce qu'il y a des manifestations, parce que j'y suis invité, parce que ça me fait plaisir de venir. On ici tient des colloques et tout. J'y étais venu aussi. Tout à l'heure, je demandais à l'enseignant qui est à côté de nous. J'y étais venu aussi pour de la robotique, parce que il y a un vrai laboratoire en robotique qui fait un travail important et qui fait un travail c'est vrai, c'est vrai. qui peut être essentiel. Donc voilà, moi je suis très bien à l'IUT. La seule chose, si vous pouviez faire des petits, ça m'irait encore mieux. Allez, multiplions par 10, ce sera parfait. Mais justement, vous avez partiellement répondu à ma question suivante, qui était que le pôle universitaire de la ville se regroupe ici avec l'IUT et à côté l'antenne Paul Valéry de l'université de Montpellier. Euh, Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait être fait pour que la ville soit encore plus étudiante et pour améliorer la vie étudiante et la rendre plus attractive à leurs yeux? Il y a deux questions dans votre question. Oui, exact. Il y a la première question, qu'est-ce que je peux y faire? Pas grand-chose, d'une D'accord. certaine façon, pour le nombre d'étudiants. Moi, vous savez, en ce moment, il y a une politique de la ville. L'État dit, mais comment on pourrait aider des villes moyennes comme Béziers? Nous, on est aidé beaucoup parce qu'on a deux quartiers prioritaires. C'est-à-dire sur les 200 quartiers les plus difficiles en France, il y en a deux à Béziers. Et donc, l'État nous dit comment on peut vous aider. Moi, je les ai rencontrés, je suis allé plaider la cause de la ville à Paris. Je leur ai dit, mais écoutez, il y a un truc hyper simple pour m'aider. Plutôt que de nous faire remplir pendant 3 ans des papiers, faire des études, des statistiques et tout, vous avez qu'à demander à Montpellier de se passer d'une de ces universités, de me mettre 10 000 étudiants ici. La ville serait métamorphosée. C'est ça dont on a besoin. Les villes moyennes, elles ont besoin d'être prises en compte. Le problème aujourd'hui en France, la droite comme la gauche ont fait exactement la même chose, c'est concentrer les activités, les représentations de l'État, mais aussi les universités dans des villes, les métropoles. On le voit, c'est avec Montpellier ici. Donc voilà, la première question, malheureusement, je n'y peux rien. Je peux qu'émander, espérer que ce soit Paul Valéry ou l'IUT nous mettent plus de formation, plus d'enseignants, donc plus d'étudiants à Béziers. Ensuite, la deuxième partie de votre question, qu'est-ce que je peux faire? C'est essayer de rendre la ville attractive. Alors là, chacun juge comme il veut l'action de l'équipe municipale que je dirige depuis 3 ans. Mais j'ai le sentiment, enfin en même temps c'est un peu difficile que ce soit moi-même qui parle de ma propre action, ça finit vite comme un espèce de plaidoyer pro-domo et c'est insupportable, mais j'ai le sentiment qu'en 3 ans la ville elle a un peu changé. Si vous promenez sur les allées, j'y étais tout à l'heure parce qu'il y avait les allées de l'automobile, et j'étais là, il me semble que ça a un petit peu changé. Mais encore une fois, c'est pas à moi de le dire, c'est les Biterrois qui le disent quand ils votent ou qui le disent quand ils me voient. Alors moi, je ne pourrais le dire car je suis étudiant, je suis arrivé là au début de l'année donc. Justement, on va parler de l'aménagement de la ville. Il y a quelques semaines, il y a un parking qui a été mis en place donc, sur la place du 14 juillet, donc, sur laquelle vous êtes garé, donc qui est juste devant l'IUT. Il y a eu beaucoup d'indignation par rapport à cela. Pourriez-vous rapidement nous expliquer les raisons et le but de cet aménagement? C'est très simple, je veux dire, c'est juste là encore, essayons d'avoir un peu de bon sens et de ne pas faire de la politique politicienne où il n'y a pas lieu d'en faire. Dieu sait que j'en fais moi de la politique, donc on peut en parler, mais pas là-dessus.
on fait des travaux, vous le savez, place Jean Jaurès, l'ancienne place de la Citadelle pour les vieux Biterrois. Cette place, on fait des travaux. Donc, comme on fait des travaux, on a supprimé le stationnement sur la place. Vous pouvez difficilement faire des fontaines et laisser les voitures à l'endroit où vous faites les fontaines. Donc, on s'est dit transitoirement où on peut installer des voitures. Il n'y a pas 50 endroits, il y a celui-ci. Voilà, donc on a dit de façon transitoire, on va mettre là des voitures. C'est tout. Moi, je comprends l'émotion d'un certain nombre de gens. Et j'ai essayé d'y répondre. Vous avez vu, on a supprimé la moitié parce qu'on ne savait pas du tout s'il y aurait 20 voitures ou 300 voitures. Il y en a plutôt 50 au grand moment et plutôt 20 le reste du temps. Donc la moitié suffit largement. Il y a des gens qui ont été émus. Je suis venu parler avec eux ce soir-là et tout. Et puis vous avez d'autres gens qui se foutent comme dans leur première paire de chaussures du parking, qui viennent là pour contester globalement le maire que je suis. Bah ça, c'est la politique, c'est facilité, c'est démagogie, c'est autre chose. Voilà. Donc pour l'instant, on garde ce parking tant qu'on n'a pas fini là, sur la place de la Citadelle, la place Jean Jaurès. De la même façon, on va ouvrir là dans 15 jours un parking, on va mettre des voitures sur le bas des allées. Ça ne va pas y rester 20 ans, mais pour l'instant, il faut bien, à un moment donné, trouver des solutions. Et comme on est en plein de travaux, vous l'avez vu dans tout Béziers, c'est compliqué. Justement, vous anticipez mes questions, vous parlez de travaux, donc c'est ma question d'après. Il y a beaucoup de chantiers en ville, et c'est une des politiques que vous menez en tant que maire, restaurer les bâtiments et façades délabrées. Il y a beaucoup de gens qui reconnaissent ça dans votre action depuis que vous êtes maire. Pourquoi est-ce important selon vous? Qu'est-ce qu'il peut faire un maire? Bien, je vais vous le dire. Non, c'est une interrogation que je me pose à moi-même. Qu'est-ce qu'il peut faire? Oui. Il peut changer l'image de sa ville. Cette ville, moi je suis d'ici. J'ai vécu 25 ans à Paris. Chaque fois que je venais ici, je voyais la ville se dégrader. Quand je parlais avec les Biterrois, c'était les plus mauvais ambassadeurs de la ville qui soient. C'est-à-dire ils passaient leur temps à dire du mal de leur propre ville. Vous risquez pas d'attirer grand monde quand les gens de la ville vous disent du mal. Donc moi, qu'est-ce que j'essaye de faire depuis 3 ans? De donner de la fierté aux Biterrois. De leur dire, vous avez une ville qui a 2600 ans, c'est une des plus vieilles villes de ce pays, qui a une belle histoire, des beaux paysages autour d'elle, une architecture incroyable, une histoire, enfin on va pas y revenir ici. Tout ça, il faut que les gens se l'approprient et défendent leur ville. Une partie de cette appropriation, elle se fait quand on aime sa ville. Et pour aimer sa ville, il faut qu'elle soit belle. Donc c'est vrai que depuis que je suis là, je multiplie les opérations pour la rendre plus saillante, plus sexy. Si votre ville, elle est comme... Attendez, vous avez vu les allées Paul Riquet il y a 3 ans? Non, t'avais pas une façade autrement que recouverte de crasse depuis 50 ans. C'est vrai que je suis un maire autoritaire. J'ai rendu le nettoyage, le ravalement des façades obligatoire. Donc tout le monde l'a fait. Donc c'est pour attirer, donner une meilleure vision de la ville. Attendez, on est une ville aux touristique. Français. Vous vous rendez compte? Attendez, on est une ville touristique. Entre le 15 juin et le 15 septembre, il y a 1 million de gens qui sont sur la côte. Notre côte. Ce que j'ai envie, c'est qu'il y en ait une partie qui viennent découvrir Béziers, se promener à Béziers. Si la ville est moche, vous venez pas. D'où le ravalement, mais aussi tout le reste. Là, vous avez vu, en ce moment, on fait des travaux partout. Alors, c'est vrai que c'est un peu casse-pied, les travaux, mais là encore, il faut m'expliquer. Si vous voulez refaire le pourtour des Halles, la place, j'en sais rien, la place de la Madeleine, puisqu'on va en plus commencer à le faire, là, dans 6 mois, on commence là, ça complique la vie des gens. Mais je pense que dans 1 an et demi, quand vous vous promènerez dans Béziers, vous trouverez que la ville est encore plus agréable. Alors, vous avez été journaliste, vous avez notamment fondé l'organisation non gouvernementale Reporters sans frontières. On en reparlera un peu plus tard. Moi, je voulais parler du journal de Béziers, donc, qui est un bimensuel qui est envoyé à tous les habitants de Béziers gratuitement et qui est aussi disponible sur Internet. Vous le partagez à chaque fois qu'il sort sur votre compte Twitter. Comment êtes-vous impliqué dans la rédaction de cette revue ? C'est juste mon métier, vous savez, la presse est tellement fait. C'est pour ça que je demande justement. Voilà, donc je me suis entouré de journalistes, je travaille avec des journalistes. Moi, je suis arrivé à Béziers, j'ai regardé le journal municipal, il y avait, c'était tous les 2 mois, tu avais 30 pages, tu avais 223 photos du maire. J'exagère, mais il y en avait un paquet, comme dans toutes ces revues de maire, j'allais dire une grossièreté. C'est un éloge du maire, mais personnellement. Moi, je n'ai pas besoin qu'on me voie dans le journal. Vous ne m'y verrez jamais, ou quasiment jamais. On fait un journal. Alors, vous aimez ou vous n'aimez pas, c'est une autre chose. Mais il a le mérite d'être lu. Parce que d'habitude, les journaux municipaux, les bulletins municipaux, ça va direct poubelle.
Celui-là, même si vous ne l'aimez pas, vous le regardez, parce qu'il est fait comme un journal par des journalistes. On sait faire ça. Alors, on a des idées. Moi, j'ai des idées qui sont les miennes. On fait un journal qui ressemble à ce qu'il est. Vous verrez, je sais pas, le prochain numéro, vous verrez un certain nombre de trucs qui vont plaire, pas plaire. Mais en tout cas, il est lu. C'est fait pour ça. Moi, quand j'ai fait mon école, j'ai pas fait une école de journalisme, j'ai fait philo à Paul Valéry, figurez-vous. Mais après, je suis passé par l'école de journalisme de Lille. Il y avait le premier stage, je me rappelle, c'était écrire pour être lu. Moi, je fais pas un journal pour faire un journal à ma gloire. Je fais un journal pour que les Biterrois le lisent le point de vue de la mairie. Donc, je vous ferai remarquer que c'est quand même le seul journal municipal en France qui est lu par toute la presse. Parce qu'il suffit qu'on dise un mot pour que 5 minutes après, mais on le met en ligne, 5 minutes après, on a des commentaires du Monde au Figaro, des Inrocks, à je ne sais pas quoi, à Libération. En général, c'est pour dire horreur et putréfaction, mais en tout cas, ils le lisent. Donc c'est vous qui donnez la ligne éditoriale du numéro chaque fois, bien sûr, les idées que vous voulez bien sûr, y mettre dedans. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je suis entouré, vous en avez à côté de moi, d'un certain nombre de gens plus ou moins barbus. Je rigole parce qu'il a une barbe, comme c'est tous les types. Ah oui, là je dis rien sur les barbes, parce qu'on n'a pas qu'au mètre carré. Et donc voilà, c'est des jeunes qui juste, il est journaliste, il vient bosser avec moi. Évidemment, il vient parce qu'on fait ce qu'on fait, parce qu'on est ce qu'on est, parce qu'on a les idées qu'on a. Je veux dire, le journal municipal, le journal de Béziers, c'est pas un journal neutre qui a pas de couleur. Il en a. Il a celle du maire que je suis. On vient de me poser une question par rapport au parking, juste pour y revenir. Une question simple. Est-ce qu'il est gratuit pour les étudiants, car beaucoup s'y sont garés en pensant que ça l'était? Ah non, il n'est pas Ok, gratuit pour d'accord. les étudiants. Je ne savais pas qu'il fallait faire que ce soit gratuit pour les Non, étudiants. non, mais il y en a qui justement qui se posaient la question. Non, ils vont même se prendre un PV, faites gaffe. Non, il est gratuit après 17 heures. Comme tous les parcs-mètres, il est payant, donc il doit être payant de 8 heures à midi et de 14 heures à 17 heures, ça doit être ça à peu près. Non, mais c'est ça. Vous êtes maire de Béziers depuis avril 2014, donc ça Ouais. fait maintenant 3 ans, vous êtes à la moitié de votre mandat. Récemment, vous avez annoncé justement dans le journal de Béziers que vous vous représenterez pour l'élection municipale de 2020. Qu'est-ce qui vous plaît dans la fonction de maire? Tout. Ok. Tout. C'est génial d'être maire. Non, mais je rigole pas. C'est génial d'être maire. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous êtes dans tout un tas d'autres positions comme élu et tout, vous ne voyez pas les choses changer. Un maire, il change les choses. Je peux aider les gens concrètement. Alors moi, il y a mes idées politiques, il y a une chose, mais il y a le quotidien des gens. Quand tout à l'heure je vous parlais de la place Jean Jaurès, donc c'est une vieille place à Béziers. Cette place, on a décidé de la changer. On va la changer dans 18 mois, même pas maintenant. C'est la place en bas des Paul Riquet? Oui, qui est sur le côté des allées Paul Riquet. Cette place-là, elle me semblait avoir peu de charme. Elle sera différente radicalement. Et chaque fois qu'on a des réunions, tout à l'heure on avait une réunion à la mairie, on parlait du quartier, je ne sais pas si vous voyez où il y a la gare, derrière la gare, entre la gare et le canal du Midi. Vous savez, il n'y a que des lignes de chemin de fer, mais il n'y en a pas une sur 20 qui soit utilisée parce que la gare a changé et tout ça. Et on se disait, on travaillait sur le quartier qu'on imagine là, pour relier la ville au canal du Midi, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas y aller, vous avez la voie de chemin de fer au milieu. Donc comment on enjambe la voie de chemin de fer, comment on fait un nouveau quartier? C'est fabuleux. Je me dis, je ne resterai pas 20 ans comme maire. Moi, je ne savais même pas qu'un jour je me présenterais à une élection. Là, j'ai dit, je serai 2 mandats. Donc, si les Biterrois me font confiance, je ferai 12 ans maire. Mais j'espère, pendant 12 ans, avoir transformé la ville. Il y a peu d'occasions dans votre vie où vous pouvez changer les choses physiquement parlant. Ensuite, moi, je mène un combat d'idées, mais je le menais quand j'étais journaliste et tout ça. C'est autre chose. C'est votre premier mandat politique, de ce que j'ai Bien compris. sûr. Ouais, absolument. Qu'est-ce qui vous a mené justement vers la politique? Ah, c'est un hasard. C'est un hasard? Complet. Ah oui, absolument. C'est parce que je suis d'ici. Attendez, moi, je venais de créer Boulevard Voltaire. Vous voyez, j'avais juste d'autres soucis C'est que ça. un site Qui est d'information. un site d'information qui marche fort bien. N'en déplaise à un certain nombre de gens, on en est content. Tout va très bien. Et ça a marché au-delà de nos espérances. Donc j'avais toutes qui les était raisons fondé de par rester. votre femme et vous, je crois. Oui, et puis Dominique Jamais, et puis un webmaster, un de nos copains. Ouais. Parce que oui, j'ai une femme qui compte beaucoup dans ma vie. J'écris même des livres avec elle et tout ça, vous voyez. Et donc,
Moi, j'étais absolument ma tête dans Boulevard Voltaire. Et puis, comme je suis d'ici, mon grand-fils est ici, mes petits-enfants sont ici, je venais toutes les vacances ici. Et chaque fois, comme on dit ici, je rouméguais en disant et la ville est moins belle, et regarde ce commerce qui a fermé, et regarde cette rue comme elle n'est pas propre et tout. Ma femme, qui n'est pas du tout d'ici, qui est lilloise, elle écoutait, puis un jour, c'est exactement passé comme ça, parce que je le raconte chaque fois, mais c'est exactement passé. On remontait les allées Paul Riquet, elle s'arrête à un feu rouge et elle me dit, écoute maintenant, ou tu ne me parles plus de Béziers quand tu avais 20 ans, qui était bien mieux que le Béziers d'aujourd'hui, ou t'en parles plus, ou tu m'en parles, mais alors tu te présentes aux élections, tu les gagnes et tu changes Donc cette ville. vous êtes devenu maire pour attachement à la ville Parce parce que je que... suis d'ici. Jamais, attendez, moi j'ai eu des propositions, j'étais le patron de Reporters Frontières. J'ai quitté Reporters Frontières, il y a des hommes politiques qui sont venus me demander si je voulais pas être candidat à telle ou telle élection. Reporters Frontières, c'est un truc sexy, en fait même pas sexy, qui plaît à tout le monde, ouais, prestigieux. J'étais le patron de la seule grosse organisation au monde dans le domaine des droits de l'homme qui soit française. Donc c'était pain béni pour toute la classe politique. Donc ça posait pas de problème. Mais jamais je l'aurais imaginé, ça m'intéressait pas. Sauf qu'ici, c'est chez moi et que j'aime cette ville. Justement, on reparlera de Reporters sans frontières un peu après. J'ai envie de vous parler des élections présidentielles qui ont cours en ce moment, qui ont lieu en ce moment. Ouais. Donc on est en pleine période et Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont tous deux réuni assez de voix pour passer au deuxième tour. Quel est votre sentiment à l'égard de l'arrivée de Madame Le Pen à ce stade, sachant que vous lui aviez offert votre soutien pour cette élection? D'abord, je suis content. Mhm. Ben, je m'en cache pas, je le dis tout le temps. Moi, Marine Le Pen, c'est très facile pour moi. Je ne suis pas au Front National parce que j'ai des désaccords avec le Front National. Avec beaucoup de membres du Front National, Non, non, j'ai j'ai des vu. désaccords avec les lignes du Front National. Je suis pas Avec les grandes d'accord. idées. Non, sur certaines idées, je ne suis pas d'accord sur l'Europe, je suis un Européen convaincu. Vous verrez d'ailleurs, il y a le drapeau européen sur la mairie, alors que dans les mairies du Front National, ils l'ont enlevé. Non, moi je suis européen. Sur le terrain économique, je suis infiniment plus libéral. Je n'ai aucune envie qu'on sorte de l'euro. Je ne pense pas que ce soit du tout une bonne idée, tout ça. Mais en même temps, il y a une partie de ce que dit Marine Le Pen sur la famille, sur l'école, sur l'identité, sur l'immigration, sur la nécessaire lutte contre le terrorisme, la sécurité, sur tous ces points-là, je suis d'accord avec elle. Donc même si vous Donc, partagez certaines des idées d'Emmanuel Macron, vous avez quand même voté Marine Le Pen au second tour? Ah non, non, attendez, oh, je ne crois pas que ce que je viens de vous dire, Ah non, c'est c'est des pas ce que idées je dis, de... mais... Non, 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 je partage des idées. Monsieur Macron ne dit pas que des bêtises. Sinon, il n'en serait pas là. Ce serait un espèce de mépris. Non, non. Je pense que malgré les désaccords que j'ai avec Marine Le Pen, il y a tellement de points que nous partageons, tellement d'analyses que nous partageons, que j'appelle et que je fais campagne pour elle. Mais voilà, ça se passe très bien. Et puis, mais en même temps, je pense qu'on en a besoin. On en a besoin pour la France, on en a besoin pour ma ville, on en a besoin pour cette civilisation auquel je suis attaché. Un dernier sondage Ipsos publié hier montre Emmanuel Macron gagnant à 62% contre Marine Le Pen. Et les instituts de sondage ayant vu juste au premier tour, ils se sont à peine trompés de quelques pourcents, ce qui est rare pour les instituts de sondage. Ne craignez-vous pas que le candidat Emmanuel Macron soit élu? Je le crains, si c'est ce que vous voulez me dire. C'est ma question, oui, en effet. D'abord, il a perdu 2 points en 2 jours. Donc depuis, il y a un autre C'est vrai. sondage qui est sorti. C'est vrai, j'ai vu ça. Donc voilà, donc c'est plutôt bien pour Marine Le Pen, que je trouve bien meilleure d'ailleurs pour ce deuxième mi-temps, si j'ose dire, de l'élection présidentielle, que pour la première. Bien sûr, je pense que ce serait une mauvaise chose que M. Macron soit élu. Je ne le connais pas. Je connais quasiment toute la classe politique en raison de mon métier de journaliste, mais lui, je ne le connais pas et tout. Je pense que c'est quelqu'un qui est l'incarnation, et ce n'est pas attentatoire à ce qu'il est lui-même, je ne le connais pas, donc je n'ai rien à en dire, qui est l'incarnation de tout ce que je pense qui n'est pas souhaitable pour la France. C'est-à-dire que c'est une espèce de mondialisation heureuse, qu'il est du côté de ceux qui sont les gagnants de cette société, de ceux qui réussissent dans cette société. Mais il y a plein de gens, et à Béziers, j'en vois plein tous les mercredis quand je reçois tous les Biterrois qui me le demandent, qui sont les perdants de la mondialisation, qui ne sont pas ceux qui réussissent. Il est, je le trouve, vous vous rappelez, cette polémique où il avait à propos si tu es en t-shirt, t'as qu'à travailler pour te payer un costume. Oui, quand il était ministre de Ouais, l'économie. son copain Attali qui explique
les types qui vont perdre, les 290 personnes qui vont perdre leur boulot à Whirlpool, c'est une anecdote. Mais quel mépris pour les petites gens. Moi, je suis élu pour défendre les petites gens. C'est-à-dire, les autres, ils n'ont pas besoin d'être défendus, ils se défendent tout seuls. Donc vous pensez que cet entre-deux-tours va être mouvementé et que le duel va être rude entre les deux candidats? Mais écoutez, j'en sais rien, on va voir. Là, il y a un débat qui va être essentiel donc la semaine prochaine. J'espère que Marine Le Pen écoute ce que je lui dis. Je ne cesse de lui parler, de lui dire un certain nombre de choses. Voilà, on va voir. Je souhaite qu'elle gagne, ou en tout cas qu'elle fasse le plus beau score possible, parce que ce sera un avertissement pour tous ceux qui pensent qu'à eux, qui pensent jamais aux autres, qui pensent pas à ce pays, mais qui pensent à leur réussite, qui sont toujours du côté du manche. On va rester sur les présidentielles, mais cette fois on va parler des présidentielles américaines. Après l'élection de Donald Trump en novembre, vous lui avez envoyé une lettre directement chez lui à la Trump Tower à New York, l'invitant à venir visiter Béziers. 5 mois plus tard, qu'en est-il de cette demande? Il m'a pas répondu. Ah. Mais c'était un clin d'œil. Attendez, je ne m'attends pas à ce que Donald Trump vienne à Béziers. Il se fait que je suis un des rares, très rares responsables politiques qui, dès le début, l'a soutenu. Je ne l'ai pas soutenu. Il a peu de soutien en France, en effet. Ah oui, non, oui. Rien que pour ça, tu as de temps en temps envie de le soutenir. Non, en gros quoi? Parce que c'est pas pour ce qu'il dit dans le détail. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit ou ce qu'il prévoyait de faire ou ce qu'il fait. Je suis pas d'accord forcément. Je pense pas forcément que ce sera pour la France le meilleur partenaire. Je pense qu'il servira d'abord, et il a raison de le faire, les intérêts de son propre pays. Quand vous êtes président d'un pays, c'est pour défendre votre pays. Moi, ce qui m'a séduit, c'est sa façon comment vous dire, puisque vous travaillez dans la communication, vous étudiez dans la communication, sa façon de dribbler les médias, c'est-à-dire de passer au-dessus d'eux, de s'adresser directement aux gens, de faire en sorte qu'il emploie les mots, les vocabulaires, la façon d'être qui est compréhensible par les gens. Donc vous pensez que c'est une stratégie politique qu'il aborde depuis le début de sa campagne, que de se faire comprendre avec des mots simples et toujours, il répète souvent le même vocabulaire? Il a compris que les chiens de garde les plus efficaces de ce système, ce sont les médias. Et je le dis alors que j'ai passé 25 ans de ma vie à défendre la liberté de la presse. Pendant 25 ans, je me suis battu pour des gens, des journalistes, qui étaient victimes, en gros victimes d'atteinte à la liberté de la presse, souvent menacées dans leur liberté, parfois dans leur vie. Aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai en face de moi des journalistes qui sont la défense même du système, c'est-à-dire qui défendent ceux qui sont toujours au pouvoir. Et Trump, avec sa façon d'être et tout, il a bousculé tout ça. Et en plus, alors, quelqu'un qui est détesté par Hillary Clinton, honnêtement, il m'est spontanément sympathique. Donc s'il accepte votre demande de venir, vous l'accueillerez à bras ouverts? Ah oui, mais je ne crois pas qu'on va le recevoir tout de suite. Je vous préviens, s'il vient, je vous jure. Alors j'en parlais tout à l'heure, en 1985, avec vos confrères, vous fondez l'association Reporters sans frontières, ce qui vous procure une grande réputation dans le milieu du journalisme mondialement, car elle a aujourd'hui une grande place dans la lutte pour la liberté de la presse dans le monde. Hier a été mis en ligne le nouveau classement justement mondial de la liberté de la presse par pays, et la France se trouve en 39e place. Elle a gagné 6 places par rapport au classement de 2016, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi elle est si loin dans le classement Pourquoi est-ce que nous sommes 39e et pas plus proche des premières places? D'abord parce qu'il y a les lois sur la presse en France qui sont les plus liberticides d'Europe. Je veux dire, j'en sais, je l'ai subi moi-même. Je l'ai subi moi-même. Je veux dire, il y a toujours une législation en France. Les lois de 1880 a toujours été une loi d'une certaine manière liberticide. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est la propriété des médias. Aujourd'hui, bon nombre de médias sont 90% des médias français, je crois, sont détenus par 10 milliardaires. C'est ce que je... Ouais, mais écoutez, prenons Midi Libre ici. Tiens, attendez. À qui appartient Midi Libre? Vous avez beaucoup de soucis avec eux. Non, attendez. Moi, je suis attentif. Je connais par cœur ce sujet, donc ça va. À qui appartient Midi Libre? Je ne sais pas. Non. Je n'ai pas fait mes recherches là-dessus. À qui appartient Midi Libre? Bien, vous allez me répondre, je pense. Il appartient à l'actuel ministre des collectivités locales. Qui est? Qui est monsieur Jean-Michel Bailey. Oui.
Expliquez-moi ce que la presse française est un journal en situation de monopole. Que dirait la presse française d'un pays d'Afrique, par exemple, où un ministre en exercice serait le propriétaire d'un journal qui est en situation de monopole dans toute une partie d'un pays? Il dirait, mais c'est une république bananière. Je n'ai pas vu un journaliste de mi-libre s'émouvoir de cette situation. Moi, je me suis ému de situations dans des médias, ça c'est mal fini. Le problème, c'est que j'ai affaire à des journalistes ici qui ont tellement peur de perdre leur job qu'ils sont incapables d'avoir le minimum de regard sur leur propre patron. Aujourd'hui, quand M. Bailey lance un appel pour voter pour M. Macron, je vous garantis que ça se voit dans les lignes de son propre journal. Alors, la liberté de la presse comme ça, honnêtement, je leur laisse. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction entre votre engagement à Reporters sans frontières et vos positions politiques actuelles? Pourquoi? Parce que, sous-entendu à cette question, il y a, au fond, quand on dirige une organisation comme Reporters sans frontières, il faudrait être de gauche. Parce que vous croyez qu'il n'y a que la gauche qui est pour la liberté, l'égalité, la fraternité? J'ai trouvé que Reporters sans frontières défend la liberté de la presse dans le monde, c'est-à-dire le droit d'informer et d'être informé. Et vous avez récemment publié quelques tweets qui n'étaient justement pas de vraies informations. Donc justement, c'est pour ça que je vous demande ça. Lesquels donc? Le 18 avril 2017, vous avez tweeté « La police a une fois de plus évité un attentat, mais sans contrôle frontière et vraie lutte contre l'islam radical, nous sommes en sursis. » Alors que les deux terroristes de Marseille étaient nés en France. Et ils venaient d'où? Ils étaient nés en France, mais vous parlez de contrôle des frontières, alors que justement ils venaient de l'intérieur du territoire. Attendez, vous avez un certain nombre de terroristes qui rentrent avec les réfugiés depuis le Moyen-Orient, français, belges ou chinois, ils ont passé une frontière. Et quand tu passes une frontière, si tu la contrôles pas, tu laisses passer n'importe qui. C'est juste ça que je veux dire. Et peut-être qu'ils sont plus facilement passés dû à leur nationalité française. Et puis c'est bien pour ça que je pense qu'il faut contrôler, y compris les Français aux frontières. Vous avez tweeté autre chose récemment par rapport à l'attentat de Dortmund en Allemagne. Oui. Vous avez dit « Les islamistes s'attaquent maintenant au football, notre mode de vie est menacé, stoppons l'immigration, chassons les islamistes ». C'est ce qu'on appelle notamment sur Twitter de la récupération politique, car vous avez tweeté ça dès le lendemain. Et alors qu'en fait, le terroriste, entre guillemets, était un ressortissant germano-russe de 28 ans qui voulait juste s'enrichir en faisant baisser le cours de la bourse. Et les autorités allemandes qui ont ouvert l'enquête n'ont pas tout de suite dit terroriste, alors que vous... J'ai dit une connerie. Et voilà. Très bien. Eh bien, c'est bien de l'avouer. Non, mais je veux dire de la reconnaître. Absolument, ça ne gêne pas. Alors, une autre question. Que pensez-vous des lanceurs d'alerte comme Edward Snowden et Julian Assange? Devrions-nous leur accorder l'asile? Oui. D'accord. Très bien. C'est une question. Les lanceurs d'alerte. Oui, il est toujours dans son ambassade, je crois. Là, oui, il est toujours à l'ambassade d'Équateur à Londres. D'Équateur à Londres et tout ça. Enfin, et Edward Snowden en Russie, ouais. Ça ne veut pas dire, attendez, ça veut pas. Je fais attention à ce que je dis là. C'est pour ça que j'ai une toute petite hésitation. Parce qu'en même temps, à rendre public n'importe quel type de document, ça peut poser des problèmes. Il y a des problèmes c'est des documents qui sont des documents confidentiels. Je ne crois pas à la transparence totale. Je crois qu'un État, comme une personne, a besoin d'une sphère à l'abri du regard du public. Donc vous avez compris, autant je pense que le sort qu'on lui fait est inadmissible, autant la démarche qui consisterait à rendre public n'importe quel document simplement parce que c'est un document d'un État, je dis attention à ce que ce n'est pas des conséquences dramatiques pour un certain nombre de gens. Mais Edward Snowden a quand même révélé en 2013 des documents qui prouvaient l'écoute par les États-Unis de la population. C'est pour ça que je trouve ça formidable. Mais je dis, il y a un certain nombre d'autres documents, il faut faire attention. Très bien. Alors, vous avez très récemment, donc cette semaine, été condamné pour provocation à la haine et discrimination pour des tweets que vous aviez postés à la rentrée de septembre. Vous comptez faire appel en prenant la liberté d'expression comme le rapporte l'AFP. Cela signifie-t-il que de votre point de vue, la liberté d'expression est trop restreinte en France et qu'il vaudrait mieux privilégier le modèle américain, notamment avec le premier amendement de la Constitution des États-Unis? Absolument. Moi, je suis libertarien total. J'ai écrit des livres entiers là-dessus. Je suis pour une liberté de la presse totale. Attendez, mais je vais répondre à votre question. Allez-y. Le problème de cette condamnation, c'est quoi? D'abord, c'est que je pense que les statistiques ethniques sont
effective, autorisée dans tout un tas de grandes démocraties, sans que personne n'imagine que ce soit autre chose qu'un outil pour lutter contre les discriminations. Il n'y a que ce pays en France où parler, dire, décrire la réalité est un délit. Attendez, ce que je dis est juste ce que tout le monde voit. Mais le fait de dire ce que tout le monde voit pose problème. Enfin, c'est invraisemblable. Si vous avez été condamné, c'est peut-être parce que la justice pensait que ce n'était pas ce que tout le monde voyait et que c'était plutôt de la discrimination contre certaines populations. Attendez, dire que les 2 tiers des enfants qui sont scolarisés dans les établissements publics, les écoles publiques de cette ville, sont d'origine immigrée, pardon de vous dire que c'est la stricte réalité. Qu'est-ce que Pourquoi, quand je le dis, ça pose un problème, et quand les mamans du Petit Bar, une école à Montpellier, ont dit au même moment qu'elles voulaient, je les cite, plus de blancs, plus de français, alors qu'elles sont françaises en l'occurrence, plus de blancs, plus de français dans leur école, personne ne leur fait une remarque, c'est quoi? Ça veut dire que quand je dis quelque chose, c'est problématique parce que c'est ce que je dis qui est problématique ou parce que c'est moi qui le dis? Je crains que ce soit parce que c'est moi qui le dis. Je pense plutôt que c'est ce que vous dites qui est problématique. Là, vous venez de dire que ce sont des enfants immigrés, mais est-ce que vous ne voulez pas plutôt dire qu'ils sont de religion musulmane? Issus de l'immigration et comme 90%... Il y a souvent l'amalgame qui est fait mais attendez, à tort. pardon, mais non, pardon monsieur, 90% des enfants des immigrés dans cette ville sont musulmans. Attendez, je vois pas le problème que ça pose. En plus, je ne comprends même pas, on est dans un pays où on ne dit jamais les choses. Les gens, vous leur dites... Moi, je me rappelle dans Gueulade avec Audrey Pulvar. Audrey Pulvar, elle me dit quand même... Je faisais une émission à côté d'elle pendant 1 an et demi, ou 2 ans, j'ai fait une émission. On se croisait. Elle me dit, oui, tu te rends compte, tu parles des Noirs, il faut dire les Blacks. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que c'est cette peur du vocabulaire? Je disais les Arabes, elle dit non, on dit les Maghrébins. Je dis alors les Syriens, Maghrébins, ça la fout mal quand même, c'est pas tout à fait la même chose. Je veux dire, quel est le problème? Il y a, oui, aujourd'hui, une immigration importante, massive en France, qui à mes yeux pose problème. Elle est très importante dans cette ville. On le mesure tous les jours. Quand je dis ça, je montre du doigt personne. Je dis on n'intègre personne et on n'intégrera personne quand on continuera à avoir en France une immigration de l'ordre de 200 000 personnes par an. Résultat des courses, on entasse, c'est ça qui se passe, les immigrés dans des quartiers qui sont de véritables ghettos, où les gens qui me dénoncent n'iraient jamais mettre les pieds, s'y installeraient. J'ai parlé des écoles, je l'ai dit au conseil municipal. En conseil municipal, j'ai menacé de rendre public, vous savez, les demandes, des dérogations à la carte scolaire. Vous savez ce que c'est? Oui, aujourd'hui. Je vois très bien. Voilà, vous voyez très bien. En disant, je vais donner les noms des gens qui me demandent, parce que c'est au maire qui le demande, les dérogations à la carte scolaire. C'est-à-dire les mêmes personnes qui me disent, mais comment, monsieur le maire, vous osez dire que dans telle ou telle école, il y a beaucoup de gens issus de l'immigration? Ce sont les mêmes qui me demandent l'autorisation de ne pas mettre leurs enfants dans ces écoles-là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très bien, ce double langage. En conseil municipal, on fait le malin en disant « Mais comment? Moi, je suis pour vivre ensemble. » Mais on vit dans d'autres quartiers que les immigrés en question. On envoie leurs gosses. On met ces gosses surtout pas dans les écoles où il y a les immigrés. Et je vous garantis qu'on passe pas les vacances au même endroit. Ou sinon, pour faire du tourisme dans un club méditerranéen, dans un pays du monde musulman. C'est ça leur rapprochement avec l'immigration. Alors là, je leur laisse, honnêtement. Du coup, pour revenir sur la liberté d'expression, est-ce que ça ne serait pas la porte ouverte au racisme si on laissait plus de liberté d'expression en France? Parce que vous croyez qu'on lutte contre le racisme en interdisant l'expression de propos racistes? Aux États-Unis, il y a des groupes comme le Ku Klux Klan ou des groupuscules néo-nazis qui justement peuvent vivre grâce au premier amendement. Mais oui, et ces Américains que vous prenez un peu de haut sont des gens formidables de temps en temps. Je ne les prends pas de haut du tout. Non, je vais vous raconter une anecdote qui va vous éclairer. J'ai écrit un livre avec Emmanuel qui s'appelle « La censure des bien-pensants », il y a je ne sais pas combien d'années. Et on racontait une anecdote. L'équivalent de la Ligue des droits de l'homme aux États-Unis. Il y a la même chose, c'est la même chose. Et ma femme travaillait à l'époque pour la Fédération des Ligues des droits de l'homme. Et on racontait que donc la Ligue des droits de l'homme américaine avait manifesté à Détroit en tête d'un cortège du Ku Klux Klan en disant « Nous, on est attachés
à la liberté d'expression, parce que le maire voulait interdire la manifestation, alors on sera à la tête de la manifestation. Vous imaginez, pour dire que même ceux dont on combat le plus radicalement les idées, on veut qu'ils puissent s'exprimer. C'est ça. Alors c'est ça être voltairien, c'est pour ça qu'on appelle boulevard Voltaire là, le site. Être voltairien, c'est se dire, je me battrai y compris pour des idées que je combats tous les jours. La différence avec la Ligue des droits de l'homme ici, c'est qu'ils me font des procès parce que je dis seulement la vérité. En tout cas, même pas la vérité. Quelle prétention. Je dis seulement ce que je constate et que ce que je vois. Je vais vous poser la dernière grosse question. Vous utilisez beaucoup Twitter pour vous exprimer. Vous le faites personnellement. Quels intérêts y trouvez-vous ? Mais c'est une façon de faire passer un certain nombre de mes idées, de mes constatations jour le jour. Je suis sur Twitter, sur Facebook, je m'exprime à la radio, à la télé, j'écris, je fais des tribunes, j'utilise les médias. J'utilise les médias pour défendre cette ville, pour nous défendre contre un certain nombre de préjugés, d'attaques, de propos ignomineux, voilà. Et Twitter est un de ces instruments. Est-ce que vous pensez que c'est une révolution dans le monde de l'information, avec cette source d'information continue que l'on peut obtenir de partout immédiatement ? Je parle de Twitter. Non, c'est surtout un moyen pour moi de me battre contre des médias dominants qui disent tous la même chose. Écoutez, on est entre les deux tours des élections présidentielles. Tu allumes France Info et c'est un flot de propagande. Je vous rappelle que c'est avec notre argent. Remarquez, c'est ce que je leur dirai, puisque samedi, je serai chez France Info, ils m'invitent, donc ils entendront un autre son de cloche. Voilà. Et à ce niveau-là, les réseaux sociaux, Internet, c'est un instrument pour se défendre. On y entend, on y lit, on y voit un certain nombre de choses qu'on ne verra jamais dans les médias traditionnels, dans les médias mainstream. Jamais. Alors je tiens à cet espace de liberté, je m'exprime aussi sur cet espace de liberté, mais aussi dans les médias classiques, évidemment. Je vais finir par 3 petites questions pour mieux vous connaître. Quelle est votre musique préférée, votre artiste préféré ou votre style musical préféré ? Qu'est-ce que vous écoutez comme musique ? Qu'est-ce que j'écoute dans mon bureau en ce moment ? Comment ? Kate Jarrett en ce moment, par exemple. C'est ce que j'écoutais cet après-midi parce que j'adore Kate Jarrett, mais enfin, voilà. Mais j'ai adoré la bande-son de La La Land. Ah, moi aussi, très bon film. C'est un film superbe, je suis allé le voir 2 fois. Je l'ai vu 4 fois depuis qu'il est sorti. Et d'ailleurs, quel est votre film préféré ? On a préféré ? les mêmes goûts alors. C'est incroyable. Non, pourquoi ? Votre film préféré ? Justement, si vous adorez le cinéma, la question tombe à pic. Qu'est-ce que je dirais ? Il ne faut pas que je dise de bêtises. Les films de Clint Eastwood, je les trouve à peu près tous bien, je les revois avec sérieux. Je cherche, qu'est-ce que je peux aimer ? Le Boucher de, comment il s'appelle, de Claude Chabrol, c'est un film fabuleux. Vous voyez ce que c'est ? C'est un film incroyable, incroyable. Avec, comment il s'appelle ? Merde, je cherche son nom. Je vais retrouver son nom. Figurez-vous que j'ai fait cinéma à la fac. C'était une bonne option ? Oh, c'était une option, surtout on ne glandait pas grand-chose, pour dire la vérité. À l'époque, je voulais absolument faire la révolution. Alors j'étais en philo, parce qu'en philo, tu avais 9 heures de cours. On sortait de mai 68, le mec, il était terrorisé, je ne dis pas devant le prof qui est ici, qui était terrorisé à l'idée de ne pas te donner son diplôme. Il voulait tellement que tout se passe bien et qu'on s'embrasse sur la bouche à la fin de l'année que tu avais tes options sans rien foutre. Donc la philo m'a laissé un souvenir assez léger pour dire la réalité. Mais je continue à en lire. Jeudi prochain, c'est le 4 mai, la journée Star Wars. Qu'est-ce que vous pensez de cette saga ? Car nous ferons probablement une émission sur le sujet. Ah, je la regarde. D'abord, je la regarde parce que j'ai des enfants qui aiment. Et encore, je suis plus sûr qu'ils aiment trop aujourd'hui ça. Ils grandissent et ils aiment moins. C'est pas ma culture préférée cinématographique. Pour finir, est-ce que vous avez des questions à nous poser ? À nous, l'équipe de radio, ou par rapport à cette interview ? Ah, pas des questions, mais une précaution que je vous conseillerais. Faites attention. C'est en même temps un plaidoyer pour moi-même, vous en doutez. Faites attention à ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on dit dans les médias des gens. Ils sont souvent un peu plus compliqués qu'on l'imagine. Et c'est que souvent la vie est un tout petit peu plus compliquée qu'on le croit. Ça ne veut pas dire que voilà, il ne faut pas avoir d'opinion et tout. Moi, mes enfants n'ont pas forcément les mêmes opinions que moi et tout. Ça fait du débat intéressant à la maison. Voilà, mais attention aux œillères, attention aux présupposés, attention au prêt-à-penser. Eh bien, Monsieur Ménard, merci d'être venu nous rendre visite et d'avoir répondu à nos questions. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour du coup une nouvelle émission. C'était Romain Torres pour Synchronix. Salut!